Bienvenue, congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver une dernière fois dans notre zone de dépression sélective. Enfin le bout du tunnel. Vous pouvez manifester votre joie. Pour cet ultime épisode, nous allons nous recentrer sur l'humain, mais surtout sur les problèmes de raisonnement liés à cette volonté de se recentrer sur l'humain. Allez, canne blanche, dernière ligne droite, fais-toi plaisir avec une petite définition Wikipédia. L'hominisation est le processus qui a progressivement transformé une lignée de primates en humains. Ce processus évolutif a concerné la lignée des hominidés à partir de la divergence entre le dernier ancêtre commun des grands singes et les hommes, il y a plus de 6 millions d'années. Et une fois n'est pas coutume, il y a quelque chose qui me dérange dans cette définition, et dans l'idée d'hominisation en général. Mais quel chiant ce nain! Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains pour emmerder le monde du soir au matin. Ce concept est diablement anthropocentriste. Pourquoi vouloir absolument mettre à part l'homme et ce qui a fait son évolution à tout prix? Juste parce que c'est notre histoire et qu'on veut se sentir spécial, unique? Mais tous les primates ont évolué, nous ne sommes pas une exception. Comme nous l'avons déjà évoqué, les chimpanzés eux aussi ont suivi leur propre voie, et pourtant on ne parle pas de chimpanzisation dans leur cas. Donc comment pouvons-nous justifier cette notion d'un point de vue strictement objectif? Peut-être par le fait que l'homme est le seul être vivant depuis que la vie existe qui ait développé un cerveau aussi complexe avec une capacité de raisonnement et de conceptualisation unique. Certes, mais l'idée de complexité, c'est subjectif. Prendre l'intelligence comme critère est en soi un parti pris. Si on prend comme critère de comparaison la vitesse par exemple, c'est le guépard qui gagne. La longévité, la tortue, la puissance des mâchoires, le grand requin blanc, la résistance, le tardigrade, etc., etc. Et même là, c'est orienté, car tu t'es cantonné au règne animal. Exactement. Restons sur l'homme. Un autre critère qui aurait pu être pris en référence, c'est sa bipédie exclusive particulière, en position verticale, couplée à son endurance et à sa capacité de sudation pour faire baisser sa température corporelle. Le gros cerveau n'est même pas un caractère commun à l'ensemble de notre lignée évolutive. Non mais allô quoi. Bon ok, je te l'accorde. Admettons. La culture alors. L'évolution culturelle. C'est propre à l'homme ça, non? Ça a participé à l'hominisation, non? Alors déjà non, la culture n'est pas propre à l'homme, mais on va y revenir. Mais en plus, ce que tu appelles l'évolution culturelle peut être assimilé à un concept naturel tout à fait répandu, l'idée de phénotype étendu. Tu grossis pas un peu le trait là? C'est voulu, canne blanche. C'est voulu. Richard Dawkins, dont on a déjà parlé. Richard Dawkins est un théoricien de l'évolution de renommée internationale. Je suis ravi de vous rencontrer. Dawkins, donc, a développé ce concept de phénotype étendu en 1982, dans un ouvrage éponyme. Selon ce dernier, l'effet des gènes ne se limite pas à l'enveloppe physique des individus. Par exemple, l'expression des gènes du castor ne se limite pas à l'individu en lui-même. Le barrage du castor constitue un prolongement de l'expression de ces gènes en dehors de son corps. Le barrage, lorsqu'il est correctement construit, assure au castor survie et descendance, et donc la prospérité des gènes qui influencent le comportement de construction du barrage au fil des générations. Il y a de multiples autres exemples, nids d'oiseaux, terriers, termitières fourmilières ruches, toiles d'araignée, et les parasites manipulateurs. L'effet de ces parasites sur l'apparence ou le comportement de leur hôte favorise leur propre transmission à un nouvel hôte, souvent aux dépens de ce dernier. La notion de phénotype étendu amène à considérer que l'adaptation des organismes par le processus de sélection naturelle passe aussi par la capacité à modeler son environnement. C'est en quelque sorte une forme d'ingénierie écologique. L'évolution culturelle de l'homme pourrait alors être considérée comme étant un prolongement de ce principe. Bon, d'accord. Mais il y a des tas d'autres choses propres à l'homme qui justifieraient la notion d'hominisation comme mécanisme à part, non? En es-tu si sûr? Vas-y, canne blanche, j'attends tes suggestions. L'homme a inventé l'apéritif, alors que le singe s'est arrêté à la cacahuète. Certes. Tes vraies suggestions maintenant, s'il te plaît? Les émotions? Non, on sait que de nombreuses espèces animales ressentent toutes sortes d'émotions, ainsi que de l'empathie.
Après, il est difficile d'en évaluer le niveau, mais tout de même, ce ne sont pas des machines ni des objets. Le rire? Non, d'autres primates rient. Des expériences ont même montré que les rats rigolent quand on les chatouille. Même si leur expression du rire est différente de la nôtre, elle est tout à fait similaire au niveau cérébral. L'utilisation d'outils? Les oiseaux utilisent des pierres pour briser des coquilles ou encore des épines pour attraper des larves d'insectes sous l'écorce des arbres. Certaines pieuvres se cachent dans les noix de coco, les bernards l'ermite dans les coquilles d'autres animaux, sans parler des chimpanzés qui utilisent des brindilles pour attraper les termites et des pierres ou des gourdins pour casser les noix. Leur conception alors? Les chimpanzés n'utilisent pas des objets bruts comme outils, ils les aménagent, ce qui demande une certaine réflexion. C'est donc une forme de conception. Bon, après, ok, ils ne se projettent pas suffisamment pour garder leurs artefacts sur le long terme, et cela reste des productions assez simples. Mais quand même, La culture? on retrouve, encore chez les grands singes, des différences de culture entre groupes sociaux, dans la gestuelle, la façon de communiquer, de se saluer, de s'alimenter, des outils utilisés, etc. Chez les cétacés également, comme les dauphins et les orques, qui, selon les groupes familiaux, n'utilisent pas les mêmes méthodes de chasse et ne parlent pas la même langue. En fait, comme chez nous, ils utilisent les mêmes sons, le même type de vocalise, logiquement, mais pas les mêmes agencements de séquences. Soit des mots et des phrases différentes en gros. C'est ça, et certaines études tendraient à démontrer que ces orques et dauphins se donneraient même des noms propres à chaque individu pour se caractériser et s'appeler. C'est fou quand même. Le langage? Même si tu viens de l'aborder. Le langage est universel dans la nature, que ce soit par des messages chimiques, des couleurs, des gestuels, des sons, cris, chants et autres vocalises. La communication est partout dans le vivant, sous toute forme, faisant appel à tous les sens possibles, entre cellules, entre systèmes et entre organismes, végétaux, animaux, unicellulaires. Si tu tiens à parler de notre langage articulé, en revanche, je te propose d'y revenir plus tard. Oh, si tu y tiens. La politique? Les chimpanzés sont des êtres politiques. Ils forment des coalitions, s'échangent de la nourriture contre des services sexuels, entre autres, et s'unissent pour aller tuer des chimpanzés de groupes rivaux. C'est très perturbant et très humain. La justice? Les primates, pour rester avec eux, ont un sens de la justice assez étonnant. Lors d'expériences, si on demande à un individu de collaborer avec un congénère dans un exercice commun pour obtenir de la nourriture, s'il y a inégalité de la récompense, le singe lésé fait part de son mécontentement face à l'injustice qu'il subit et refuse de coopérer davantage. Le mensonge? Mentir demande la capacité de se projeter dans l'esprit de l'autre, de savoir ce qu'il sait et ce qu'il ignore pour l'induire en erreur et le manipuler. Un enfant humain n'en est capable qu'à partir de l'âge de 4 ans. Et pourtant, les corbeaux savent mentir. Ceux-ci enfouissent leur nourriture dans le sol pour faire des réserves en cas de pénurie. Or, si on fait en sorte qu'un corbeau soit vu par d'autres lorsqu'il cache son butin, il s'empresse de le déterrer et de le changer de place dès qu'il n'a plus de public. C'est une forme d'intelligence dont un enfant de 3 ans n'est pas capable. La médecine. Certains singes ingèrent du charbon pour neutraliser les toxines contenues dans certaines feuilles qu'ils consomment. D'autres encore s'enduisent le pelage de sécrétions toxiques de chenilles afin de repousser les parasites. Les chimpanzés vont encore plus loin et semblent connaître les propriétés et vertus de plusieurs plantes médicinales pour contrer certains maux. On les a notamment observés avalant des feuilles, sans aucun apport nutritif, en les pliant avec la langue d'une façon particulière et sans les mâcher. En analysant leurs excréments, on a retrouvé ces feuilles non digérées et dont la surface duveteuse avait accroché, lors de son passage dans le système digestif du chimpanzé, des vers parasites de l'intestin. L'image de soi. Les singes anthropoïdes, les orques et dauphins, les éléphants, les corbeaux épis et même les céphalopodes, tels les pieuvres et les poulpes, se reconnaissent parfaitement dans un miroir. Oh mais tu m'emmerdes à vouloir absolument me contrarier. Qu'est-ce que tu fais de la conscience alors? Le sens esthétique, l'art, la musique. Là, tu peux pas faire preuve de mauvaise foi. Ah, mais je ne dis pas que l'homme n'a pas des capacités à part. Je dis juste que ce n'est pas pour autant qu'il a été soumis à un mécanisme évolutif qui lui soit propre et unique dans l'histoire du vivant. En outre, la complexité n'a pas forcément besoin de naître à partir de causes elles-mêmes complexes. Est-ce que tu connais le concept de propriété émergente par hasard? Évidemment. Tu me prends pour qui? L'émergence est un concept qui peut être grossièrement résumé par l'adage « le tout possède parfois davantage de possibilités que la seule somme de ses parties ».
Une propriété peut être qualifiée d'émergente si elle découle de propriétés plus fondamentales tout en demeurant nouvelle ou irréductible à celle-ci, car peu prévisible avant d'avoir été observée. Un exemple connu est celui de la molécule d'eau, composée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. H2O quoi? A-t-on vraiment besoin de le préciser? Eh bien, l'eau possède des propriétés physico-chimiques particulières qui n'auraient pu être prédites juste en connaissant les propriétés de l'oxygène et de l'hydrogène pris séparément. Du coup, la conscience et tout ce qui va avec, comme la créativité, le sens de l'abstraction et de la conceptualisation, etc., serait une propriété émergente de notre cerveau découlant de son développement lors de notre évolution. Cette nouvelle aptitude ayant été sélectionnée car ayant représenté un avantage. J'ai été sélectionné! Idem pour notre langage articulé, qui dépend non seulement de nos capacités cérébrales, mais également de modifications de notre appareil phonatoire. Langue, larynx, palais, qui ont pu, à la base, être sélectionnés pour d'autres raisons que le langage articulé, celui-ci étant une propriété ayant émergé par la suite. Exaptation. D'ailleurs, en ce qui concerne la capacité d'apprendre un langage complexe, les grands singes sont absolument capables d'apprendre, mémoriser et utiliser notre langue des signes. Ils arrivent cependant vite à une limite qu'un enfant humain va pour sa part pulvériser passé un certain âge. J'ai une dernière question. Pourquoi tiens-tu tant à conclure sur ce sujet? En quoi la définition de ce qui fait l'homme te préoccupe? Parce que cette définition est modulable et a donné lieu dans l'histoire à des dérives abominables. Certains sont aujourd'hui prêts à donner le statut de personne à certains grands singes. Mais je te rappelle qu'à une époque, on a refusé de reconnaître comme humains certaines populations juste à cause de leur couleur de peau. Quoi? Entre temps, entre mœurs? Sous couvert d'arguments scientifiques fumeux et fallacieux, nauséabonds même, on a hiérarchisé l'humanité en races, décrétant que les nègres étaient inférieurs, à peine plus élevés sur l'échelle de l'évolution que les singes. Ah ouais, en effet, ça fait beaucoup de guillemets. Il était alors parfaitement acceptable de les réduire en esclavage, ces sous-hommes étant considérés comme incapables de toute forme de créativité et de réflexion intelligente, et seulement aptes à être totalement serviles. Personnellement, je préfère élargir la notion d'être intelligent, même s'il est non humain, plutôt que d'exclure des individus qui méritent d'être considérés comme des personnes à part entière et non comme des biens. Tu n'es pas de la même couleur que moi. Tu aimerais être mon égal? Pour conclure, il n'y a rien de mal à vouloir considérer l'être humain comme un être à part. Cependant, cela doit se faire pour de bonnes raisons, par la connaissance des autres créatures vivantes et avec ouverture d'esprit. Certes, l'homme présente des caractéristiques absolument uniques dans toute l'histoire du vivant, mais il n'en est pas moins un animal intégré dans un système. C'est une chose que nous avons trop tendance à oublier, donc méfions-nous des clichés, a priori et autres idées préconçues, car cela amène à des conséquences dangereuses. Du coup, qu'est-ce qui pourrait le mieux définir l'homme au final, selon toi? Je pense que ce qui caractérise le mieux l'homme, à mon sens, c'est la conscience de soi, de sa propre mort et l'éveil de la spiritualité. Et c'est peut-être finalement ça, le propre de l'homme, le fait de croire en l'invisible. Car oui, on aimerait que ce soit la sagesse ou la rationalité qui nous définissent, mais force est de constater que l'homme est un être irrationnel et que notre cerveau n'est pas calibré pour cet exercice, qui nous demande alors un effort pour lutter contre les biais cognitifs qui nous imposent sans cesse. Voilà qui me chagrine en un sens. Conclure une émission de vulgarisation scientifique en devant se rendre à l'évidence qu'au-delà de sa curiosité et de son envie de comprendre le monde, l'homme est finalement unique par sa conception du sacré. Si ça peut te rassurer, on peut aussi définir l'humanité par son esprit de conquête, sa volonté d'aller toujours plus loin, de repousser ses limites. En bref, cette curiosité et cette attirance pour l'inconnu qui le pousse aujourd'hui à regarder vers les étoiles et l'immensité infinie de l'univers. C'est vrai, mais surtout son envie de raconter tout ça, de partager son savoir, ses expériences, ses découvertes, ainsi que ses légendes et ses mythes. Nous transmettons des récits et des histoires. C'est universel, et c'est cela qui a été à l'origine de ma présence devant vous, de l'existence de cette émission et de cette chaîne. En bref, soyons humbles et respectueux, car finalement notre seule existence est déjà une chance inouïe. Après tout, nous ne sommes rien de plus que de la poussière d'étoiles. Et voilà, ainsi se clôture ce dernier épisode, et donc l'émission Dépression sélective.
Étant donné que cette vidéo sera très probablement la dernière à être publiée sur cette chaîne, du coup je tenais à vous dire merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont soutenu la chaîne, tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à tous, ciao, bye bye.